Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor puisque voilà, ma pièce bibliothèque où je filme d'habitude, j'ai de la famille à la maison donc la pièce est occupée, etc. J'ai juste pris tous mes livres que je voulais pour cette vidéo à côté de moi, puis pour d'autres vidéos au passage parce que je vais en filmer plusieurs pour TikTok en même temps, etc. Vous verriez le lit, vous allez voir au pire, je vais vous montrer. Voilà, c'est un petit peu le bazar, il y a beaucoup de livres ici, il va falloir qu'après je range tout dans la bibliothèque, ça va être très sympa à faire. Bref, la vidéo du jour, ça va être mon top 10 de mes meilleures lectures depuis le début de cette année, parce que j'ai lu donc à l'heure actuelle 50 livres depuis le début de l'année, mais si je m'arrête au mois de juin pour faire 6 mois, donc de janvier à juin, puis je vous ferai une deuxième partie de juillet à décembre, donc inclus à chaque fois. Si je m'arrête à juin, je crois que j'étais à environ 46 livres, si je dis pas de bêtises. 46 ou 44, un truc comme ça. Du coup, là voilà, je vais compter vraiment que mes lectures entre janvier et juin pour ce top 10. C'était très compliqué de faire un top 10. C'était très très dur d'en sélectionner déjà que 10. Et une fois que j'avais réussi à sélectionner les 10, c'était très compliqué de les classer. Parce que vraiment, il y en a plein, je pourrais les interchanger, hein. J'ai fait un classement comme ça, mais il y en a plein que je pourrais interchanger honnêtement. Donc voilà, très très compliqué de faire ça. Mais bah, c'est parti, je vais vous présenter tout ça, donc le top 10 de mes lectures depuis le début de l'année. Donc en 10e position, j'ai mis L'autre moi de Franck Tillier chez Fleuve Noir. Alors voilà, 10e position, mais il était incroyable. Il mérite d'être plus haut, clairement. Ça me fait de la peine qu'il soit en 10 parce que il est trop trop bien en fait. J'ai pas envie que vous croyiez que 10 c'est nul. Faut vous dire que j'ai lu 46 livres et qu'il fait partie des 10 meilleurs. Voilà. L'histoire est trop trop bien. Dedans, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Sibylle, qui a eu un accident de voiture très grave dans lequel elle a perdu son fils et à la suite duquel elle a été complètement refaite. On a dû lui faire une reconstruction du visage totale parce qu'elle était complètement défigurée et elle a eu donc une amnésie post-traumatique qui fait qu'elle a oublié toute sa vie antérieure à l'accident, donc ses parents, son mari, elle a tout oublié et du coup elle essaye de reconstruire sa vie, de se reconstruire avec ces personnes-là, donc ses parents, son mari. Et son mari, donc Erwan, lui, il va être muté, on va dire, sur une espèce de base militaire à Longepin. Donc Longepin, c'est un petit village militaire, on va dire, ancien camping qui a été rénové en village militaire, quoi, où ils font des trucs ultra secrets dont Erwan ne peut parler à personne et même pas à Sibylle. Et donc il va être muté là-bas et il va amener Sibylle avec lui pour qu'elle essaye de suivre un traitement parce qu'en fait elle fait beaucoup de cauchemars à la suite de son accident et du coup bah, ces cauchemars clairement l'empêchent de vivre et donc elle va aller là-bas pour essayer d'avoir un traitement pour diminuer ses cauchemars. Sauf que elle trouve qu'il y a des petites choses bizarres qui se passent là-bas et elle va avoir l'impression au fur et à mesure que ces cauchemars bah, peut-être peuvent lui apporter certaines réponses et du coup bah, elle a le traitement, mais elle va essayer de passer à côté pour continuer à avoir ses cauchemars et pour avoir les réponses à ses questions parce que bah, personne ne veut lui répondre. Et en parallèle de l'histoire de Sibylle, on va suivre deux flics, donc Vic et Vadim, si je dis pas de bêtises, qui eux enquêtent sur des corps qu'on retrouve dans la région. Et là, on a notamment donc le corps d'une femme qui est retrouvé et ils font la comparaison avec un autre corps qui sont retrouvés quelques semaines auparavant. Le corps de cette femme, on ne sait pas qui c'est, même le corps de l'autre victime, on ne sait pas qui ils sont parce que leurs visages sont complètement défigurés, ils n'ont plus leurs yeux et ils sont voilà, complètement défigurés, donc impossible de les identifier. Et du coup, c'est cool parce que ça nous permet de nous faire nos petites théories à se dire est-ce que c'est, enfin perso en tout cas, je me suis dit est-ce que c'est Sibylle, la victime qui vient de retrouver, et est-ce que du coup dans les points de vue de Sibylle, on voit comment elle est arrivée jusqu'à mourir, et du coup on a l'enquête après de qui est derrière tout ça, qui les tue et tout, ou est-ce que c'est pas du tout Sibylle, c'est carrément quelqu'un d'autre qu'on connaît ou pas d'ailleurs dans l'histoire. Enfin, je me suis fait vraiment plein de théories. Franchement, trop bonne lecture. C'était un 4,5 sur 5 pour moi. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré l'enquête, j'ai adoré tout le suspense. C'était vraiment, l'ambiance était très angoissante parce qu'on avait voilà cet aspect d'enquête, cet aspect de cauchemar, cet aspect de village chelou où il se passe des choses bizarres, les gens sont bizarres, personne répond aux questions de Sibylle, etc. Franchement, trop trop bonne lecture et j'ai réussi à trouver le plot mais à la fin du livre. C'est pas un plot que j'ai trouvé à la page 20 comme dans certains autres livres. Là, je l'ai trouvé vraiment au dernier quart. Et du coup, j'étais contente d'avoir trouvé parce qu'apparemment, d'après l'auteur, il y a uniquement 5% des personnes qui lisent ces livres qui trouvent le plot. C'était mon premier Franck Tillier, j'ai trouvé le plot, je ne suis pas peu fière, j'ai hâte de lire ses autres livres. Ensuite, en 9e position, on va avoir Quicksilver de Callie Hart chez Knox. Là, c'était une trop trop bonne lecture, c'était un 4,5 sur 5 également. On est ici dans une romantaisie où on a une jeune femme qui s'appelle Fairis. Non, j'ai oublié les prénoms.
Cyrus, j'étais pas loin, Cyrus Fane. J'ai mélangé les lettres, c'est pas grave. Qui vit dans un monde où il y a de soleil, etc. Donc un monde complètement inventé, on n'est pas dans notre monde à nous d'aujourd'hui. Et du coup, elle fait sa vie et à un moment elle va être amenée au château parce qu'elle a volé le gant d'un garde et quand elle va arriver à ce château-là, il va y avoir une espèce de grosse flaque d'argent qui va apparaître au sol et elle va se faire choper par un soldat en gros qui va sortir de la flaque d'argent et le soldat c'est notre fameux monsieur qu'on va suivre du coup quand elle va être dans l'autre monde. Et c'est un monde où bah, il a besoin d'aide pour libérer son peuple, etc. Donc elle va venir essayer de l'aider parce que bah, elle peut peut-être fabriquer des objets pour lui, etc., etc. Et franchement, c'était trop bien. L'ambiance était trop cool, j'ai adoré, vraiment. Je pensais pas aimer autant cette romantaisie, mais l'ambiance était trop bien. On a de l'action, on a de la tension, on a de la romance, on a une fin bah, qui m'a laissé clairement sur ma faim. J'avais envie d'avoir la suite, donc vivement la fin de cette année d'ailleurs, parce que on a le tome 2 qui s'appelle Brimstone, si je dis pas de bêtises, qui sort à la fin de l'année. Donc j'ai trop hâte. J'espère qu'il va sortir en audio à peu près en même temps que le papier parce que celui-là, je l'ai écouté en audio et l'audio était trop bien. C'était un duo, donc c'est narré du coup avec le point de vue de Cyrus, mais quand c'est Kingfisher qui parle, et ben c'est un homme qui parle en même temps. Donc ça fait pas la femme qui essaie de faire la voix d'homme, etc., comme on a dans beaucoup de livres audio. Là, on a vraiment une voix féminine pour le perso féminin et une voix masculine pour le perso masculin. Et j'adore les livres qui sont comme ça, j'aimerais que tous les livres audio soient comme ça. C'est vraiment trop bien, ça donne une dimension encore plus réelle à l'audio et du coup on est encore plus plongé dedans. Et franchement, bah voilà, l'histoire était trop cool et l'audio a clairement encore une fois embelli le truc. Donc je recommande et si vous avez voilà, des applis audio, n'hésitez pas à l'écouter en audio. En top 8, on va avoir Si les étoiles se taisent des Emma Green chez Addictive qui était trop bien. Là dans cette histoire, c'est vraiment le parfait mélange entre romance et thriller, entre voilà, tension et enquête, suspense, etc. C'est trop bien. On a ici Astrée qui est une jeune femme de 24 ans qui vient de perdre son mari et qui va aller du coup l'enterrer sur l'île de Skye, donc en Écosse, auprès de sa famille parce que voilà, il voulait être enterré là-bas. Donc elle va y aller, sauf que elle, bah, c'est la petite française, donc elle va être un petit peu, bah, non, clairement rejetée par les autres. Eux, ils aiment pas, ils avaient pas apprécié d'ailleurs que leur fils, leur neveu, etc., le mec qui est mort, quoi, qu'ils partent vivre en France avec cette petite française. Ils avaient pas du tout apprécié ça, donc franchement, elle est pas trop la bienvenue sur l'île, mais bah, elle y va parce que bah, c'est son mari qui vient de mourir quand même. Et là-bas, elle va rencontrer un des anciens meilleurs amis de son mari qui s'appelle Otis. Et lui, Otis, eh ben, il n'est pas très apprécié non plus sur l'île, il n'est pas très accepté parce que bah, y a des rumeurs qui courent comme quoi il aurait tué sa femme parce que sa femme a disparu il y a 1 an. Et du coup, on n'a jamais retrouvé de corps ni rien, donc est-ce qu'elle s'est enfuie? Est-ce qu'il l'a tuée et qu'il l'a cachée? On ne sait pas. Et beaucoup de gens soupçonnent Otis d'avoir tué sa femme et du coup ne veulent pas l'approcher. C'est vraiment le mouton noir. Il est rejeté de tout le monde et tout le monde en a peur. Et quand Astrée va être sur l'île, on va avoir une nouvelle femme qui va disparaître et donc encore des soupçons qui vont porter sur Otis. Est-ce qu'il a récidivé? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce qu'Astrée doit lui faire confiance? À voir. Et Astrée va se rendre compte en même temps, pendant son séjour sur l'île, que bah en fait elle connaissait pas si bien que ça son mari et qu'il y a des petites casseroles qui traînent. Voilà, donc on a vraiment une ambiance de suspense, une ambiance de tension, où voilà, on sait pas si elle doit faire confiance à Otis, qu'est-ce que son mari cachait en même temps, qu'est-ce qu'il faisait, enfin on a plein de suspense, plein de petites choses qui se passent qui nous font nous poser nos théories sur qui est derrière quoi, qu'est-ce qui s'est réellement passé, qui sont vraiment les personnages dont on parle, donc le mari, qui est vraiment Otis, etc. etc. Et j'ai adoré parce qu'on a en même temps voilà, une petite romance entre Astrée et Otis, mais elle sait pas si elle doit lui faire confiance. Donc franchement, j'ai adoré l'ambiance. Moi qui aime vraiment particulièrement les romances parce que je lis 90% de romances on va dire à l'année, mais j'aime vraiment beaucoup les thrillers aussi, donc là ça m'a fait super plaisir de tomber sur un livre qui mélange aussi parfaitement les deux genres. Et je crois que je l'ai pas dit mais on était sur un 4,75 sur 5. En 7ème position, on va avoir Campus Agency, le tome 2, donc Out of My Mind, de Lily Bay chez Hugo Roman. Là, voilà, c'était un 4,5 ou 4,75 sur 5, je sais plus exactement. J'ai adoré cette histoire. On va suivre ici donc Alba qui fait partie de l'agence qu'elle a créée avec sa meilleure amie Maddie. Donc Maddie, on se souvient, c'est celle du tome 1, enfin pour ceux qui l'ont lu en tout cas. Celle du tome 1, elle arrive à décrypter les expressions faciales, les comportements des gens, etc. Et donc elle aide les autres
en décryptant par exemple le comportement du prof, du coup pourquoi il mettait autant de côté Cameron, pourquoi il lui mettait autant des sales notes, elle essayait de décrypter le comportement pour voir pourquoi il agissait comme ça. Et Alba, elle, donc dans l'agence, son rôle c'est vraiment d'être la petite détective, vraiment détective privée. Elle va aller enquêter pour essayer d'aider les gens qui la demandent. Et là, la personne qui demande ses services, c'est Nate, donc son meilleur ami. Et il demande les services d'Alba parce qu'il reçoit des lettres d'un corbeau. Les lettres ne sont pas signées, mais ce sont des lettres de menaces qui menacent principalement son amitié entre lui et Alba, en mode si vous n'arrêtez pas, tu vas voir ce qui va lui arriver, des trucs comme ça. Et du coup, il demande de l'aide à Alba pour essayer de trouver qui se cache derrière ces lettres, qui essaye de leur faire peur comme ça. Et on va avoir en même temps du coup du petit fake dating parce que nos personnages vont se dire pourquoi pas tenter de faire semblant d'être en couple, parce que si déjà quand on est amis la personne n'apprécie pas, si c'est quelqu'un de notre entourage, il va réagir quand on va faire semblant d'être en couple. Donc on va avoir du fake dating, ça va être plutôt comique d'ailleurs parce que ils ont tous les deux des sentiments l'un pour l'autre, mais ils se l'avouent pas et ils doivent faire semblant d'être ensemble comme ça. Donc c'est plutôt drôle, c'était vraiment très très sympa comme lecture, très frais. Sympa à lire en été, je trouve. Franchement, foncez si vous aimez les petites romances universitaires. Là en plus, on a de l'enquête, donc c'est très très cool. Foncez. En sixième position, on va avoir Bittersweet Memories de Catherine Amora, donc c'est le tome 4 et dernier tome de sa saga Off Limits. Donc dans ce tome-là, on va suivre Alana et Silas qui vont se rencontrer quand ils sont ados. Donc Alana ado, Silas je crois qu'il a déjà 18 ans à ce moment-là, ou presque si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement. Ils vont se rencontrer à l'enterrement de leurs parents respectifs, enfin d'un de leurs parents chacun. Et ils vont, à partir de là, nouer une certaine relation, une certaine amitié. Ils vont être amenés à se revoir quand Silas va devenir, comment on dit, SDF. Il va habiter dans un foyer, etc. pour jeunes, enfin pour SDF tout simplement, pas que jeunes d'ailleurs. Et elle, Alana, elle va être bénévole dans ce foyer-là. Et du coup, ils vont être amenés donc à se revoir assez souvent. Et voilà, leur amitié va grandir, va y avoir une petite relation même amoureuse entre eux, jusqu'au moment où il va y avoir un accident et que Alana va disparaître de la circulation pendant 5 ans. Et donc Silas va la chercher pendant 5 ans et on passe après au chapitre du présent où on les voit donc 5 ans plus tard, comment ils se retrouvent, comment ils se revoient, etc. Alors que vraiment, Silas a perdu sa trace pendant 5 ans, il n'a pas du tout une nouvelle, il ne l'a pas retrouvée. Et là, quand ils se revoient, Alana, elle ne se souvient pas de lui. Voilà, elle a eu une amnésie à la suite de l'accident et elle ne se rappelle pas Silas, mais alors pas du tout, leur relation ni rien. Et donc Silas, lui, va essayer de la reconquérir, de la refaire tomber amoureuse de lui pour se remettre avec, parce que pour lui, c'est sa femme, quoi. C'est sa copine, c'est sa femme. Personne n'a le droit d'aller vers elle. Et vraiment, j'ai adoré cette histoire. C'était beau, c'était doux, c'était mignon, c'était touchant. J'adore quand il y a des histoires avec les chapitres au passé, les chapitres au présent pour faire le comparatif entre les deux, pour voir l'évolution, etc. J'adore ça. Et là, l'histoire était vraiment trop trop belle. C'est mon tome préféré de la saga. Vraiment, j'ai trop aimé. En cinquième position, on va avoir L'Arène d'Orlan Grey chez Addictesi. Donc c'est le tome 1 de la duologie L'Empire des monstres. Déjà juste, voilà, la beauté du livre, il est magnifique. Et il est incroyable. Il est incroyable. C'était un 5 sur 5. Vraiment, là, vous allez voir, on n'a que des 5 sur 5 de toute façon pour les 5 derniers. Donc, histoire incroyable. C'est une dark romantasy. Donc, attention, c'est pour un public averti parce qu'il y a pas mal de triggers, de choses toxiques, etc. Donc, attention à ça. Mais l'histoire est juste incroyable. On va suivre Ryakina qui est l'héritière de l'empire d'Osca mais qui a dû fuir quand elle était plus jeune dans un autre empire parce que clairement sa famille s'est fait massacrer et du coup elle est partie avec un des gardes qui épaulait sa famille. Ils sont partis sur un autre empire et elle vit du coup cachée avec une nouvelle identité depuis des années. Et elle va se retrouver à être prisonnière de l'empereur de ce nouvel empire parce qu'elle va faire de la merde, clairement, qui va faire qu'elle va être mise au palais et qu'elle va devoir essayer de négocier sa liberté. De base, elle doit le faire en combattant et en réussissant à tuer les autres, sauf que elle va lancer une lance vers l'empereur directement et se dit allez, lui, je vais tenter de le tuer à distance. Sauf que ça marche pas, parce que l'empereur, c'est une espèce de monstre, on va dire. Il est maudit, il est super fort, il ne ressent rien, il n'a aucun sentiment, rien du tout. Donc il ne ressent pas la soif, il ne ressent pas la faim, il ne ressent vraiment rien. Il est super fort, il est super rapide, tout ce que vous voulez, donc va le tuer, quoi, c'est très très compliqué. Et du coup, il va bien aimer le fait qu'elle ait tenté de se rebeller contre lui, et il va lui dire ok, pas de souci,
tu vas venir au palais et tu vas essayer de négocier ta liberté. Et pour avoir ta liberté, eh ben, je te propose de coucher avec moi. Ça va clairement être ça, hein. C'est tu vas devoir coucher avec moi un certain nombre de fois qui va correspondre, on va dire, à l'argent que tu m'aurais dû si tu avais gagné les combats. Et après, tu seras libre. Sauf que Ryakina ne veut pas, parce qu'on lui a toujours dit, son frère lui a toujours dit que faut pas qu'elle s'approche des hommes, qu'elle ne laisse aucun homme s'approcher d'elle, etc., etc. Donc très compliqué. Et franchement, l'ambiance est trop bien, j'adore. On est dans une ambiance un petit peu inspirée de l'ambiance russe, on va dire. Et j'ai adoré vraiment cet aspect avec la princesse héritière cachée du coup, parce que personne n'est au courant que c'est la princesse héritière de l'Empire d'Osca, qui va être prisonnière d'un autre empereur, mais il va y avoir en même temps une certaine tension entre eux, des rapprochements, etc. etc. alors que lui n'a aucun sentiment. Bref, l'ambiance est trop bien, il y a des conflits politiques, surtout dans le tome 2. On a des conflits politiques, on a de la guerre, etc. Donc c'est trop trop bien, vraiment, je suis accro. Cette duologie se dévore. En quatrième position, on va avoir La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble chez Hugo Roman. Donc là, on est sur romance historique qui se passe en 1788 à Versailles, qui est inspiré de Marie-Antoinette. Et vraiment, c'est vraiment l'ambiance roi-reine à Versailles, clairement. On a ici Acacia qui va avoir son carrosse attaqué quand elle va devoir se rendre donc à la cour du roi de France pour épouser le roi de France, parce que voilà, leurs deux familles ont conclu un marché comme quoi ils allaient devoir s'épouser. Et elle va donc rencontrer le futur roi, donc Alexandre d'Arc de Lys, donc l'homme qu'elle va devoir épouser clairement. Et on va voir du coup toute sa vie à Versailles, sa vie où elle va essayer de s'imposer, elle va apporter certains arts à Versailles comme le théâtre, elle va s'acheter de grosses robes colorées, etc. C'est vraiment inspiré Marie-Antoinette dans la vibe on dépense, on montre sa richesse, tout ça, tout ça. On a des conflits politiques, on a quelques soucis parce que le roi est gravement malade et ça s'aggrave de plus en plus. On ne sait pas ce qu'il a, mais il faut voilà, sécuriser un mariage au plus vite au cas où le roi viendrait à mourir. Et on va du coup suivre tout ça dans cette histoire. Moi j'adore tout ce qui est historique, tout ce qui est roi, reine, princesse, duc, duchesse, comte, tout ce que vous voulez, j'adore. Donc franchement, j'ai été servie. Ce n'est pas, attention, une réécriture de l'histoire, ce n'est pas une romance véridique, c'est inspiré de Marie-Antoinette pour la vibe, etc. Mais ce n'est pas une réécriture de l'histoire de Marie-Antoinette. Mais franchement, trop trop bonne lecture, c'était un 5 sur 5 pour moi, j'ai adoré. En troisième position, on va avoir Willow Lake de Alicia Garnier chez Nox, qui était juste incroyable. Là, on est sur une romance ambiance cow-boy, donc on est aussi sur un 5 sur 5, comme je vous l'ai dit. Ambiance cow-boy, vraiment très sympa. Donc dans cette histoire-là, on va suivre Fallon et Rafe. Donc Fallon, elle, c'est la petite New-Yorkaise qui va venir à Willow Lake pour les vacances, parce que ses parents se sont réservés des petites vacances là-bas, et donc ils vont l'embarquer avec eux. Elle, bien sûr, elle n'a aucune envie d'aller dans un petit village, dans une petite campagne comme ça, paumée, parce qu'elle vient de la ville, donc c'est clairement pas son truc. Et là-bas, par contre, elle va rencontrer Rafe, qui est un jeune du coup de Willow Lake, qui fait du rodéo, et ils vont se rencontrer comme ça à la fin d'une de ses compétitions. Et ils vont être amenés du coup à se recroiser, à passer du temps ensemble pendant ces vacances-là. Et il va y avoir directement des rapprochements entre eux, une certaine attirance. On va dire que c'est comme un petit coup de foudre entre eux. Et vraiment, l'histoire est trop mignonne, c'est trop beau. Ils vont donc avoir leur petit rapprochement, leur petite amitié, leur petite relation jusqu'à un certain point où Fallon va repartir du jour au lendemain à New York sans donner de nouvelles à Rafe. Voilà. Elle va clairement quitter sa vie comme elle est arrivée et il ne va plus du tout entendre parler d'elle pendant 10 ans. Et 10 ans plus tard, ils vont se revoir puisque Fallon redébarque à Willow Lake comme ça, du jour au lendemain. Sauf que Rafe en a souffert de son précédent départ parce qu'il était complètement amoureux d'elle. Donc là, c'est un petit peu compliqué entre eux. Mais on voit quand même qu'il y a, malgré toute la souffrance qu'ils ont eue l'un l'autre, il y a quand même des sentiments qui sont toujours là. Et donc on va voir comment ils vont réussir à gérer tout ça. Et donc là, encore une fois, on est sur une histoire où on a les chapitres qui alternent entre les flashbacks et le présent. Et j'adore les histoires comme ça. Voilà, là, trop trop bien, c'est très beau, c'est très touchant, les personnages sont super attachants, l'histoire est addictive, j'avais pas du tout envie de lâcher mon bouquin, j'avais toujours envie de voir la suite. Et la fin, trop mignon, vraiment, voilà, les fins comme ça, j'aime. En deuxième position, on va avoir Blue Velvet de Dahlia Blake chez Nox, qui était juste incroyable. Donc c'est le tome 3 de la trilogie des légendes. Donc là, on suit encore une fois une agente. Donc là, c'est une agente de la CIA qui s'appelle Saphir
et qui, elle, a pour mission donc de tuer certaines personnes, donc tuer ses victimes. Et pour ce faire, elle a un gloss qui s'appelle le Blue Velvet, qui est un gloss empoisonné, clairement, où quand elle embrasse ses victimes, les victimes meurent sous 10 jours. Voilà. Et donc là, elle va être envoyée à Cuba, sur son île natale, alors qu'elle avait juré à sa mère de ne jamais retourner là-bas. Elle va accepter pour la mission, et donc elle va y être envoyée pour tuer Joaquín Villanueva, qui est un maire d'une petite ville là-bas à Cuba, et qui est candidat à la présidentielle du pays. Sauf que les États-Unis ne veulent pas du tout voir cet homme à la présidence du pays, parce qu'ils disent qu'il est dangereux, etc. Et donc ils vont envoyer Saphir pour essayer de le séduire et de le tuer. Sauf que Saphir va avoir du mal à le séduire, elle va poireauter plus d'1 an avant de se faire remarquer par Joaquín, et après, bah, elle va découvrir certaines petites choses, va y avoir des petits problèmes, va y avoir une certaine tension entre eux. On est vraiment là sur un mélange entre romance classique avec espionnage, etc. et dark romance. On a une petite part de dark romance, leur relation est clairement toxique, donc attention pour un public averti, mais l'histoire est trop 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 bien. On a voilà des problèmes politiques, on voit certaines magouilles, on va dire, de la CIA, etc. Et on voit que les personnages qu'on essaye de faire passer pour les méchants ne sont pas toujours les méchants. Et j'adore aussi, évidemment, vu que c'est le dernier tome de la trilogie, j'adore les petits easter eggs sur les autres histoires. J'adore qu'on revoie aussi brièvement les autres personnages des histoires précédentes pour bien clôturer la trilogie, c'était trop mignon. Et en top 1, on a Royal Disaster des Aimé Lou chez Addictive, donc lui, c'est mon seul coup de cœur de cette année, mais c'était un coup de cœur énorme que j'ai eu pour ce livre-là. L'histoire était incroyable, donc c'est le spin-off de Royal Bodyguard. Dans celui-là, on va suivre Pia, qui est la princesse héritière du trône de Saria, et qui va tomber amoureuse d'un opposant politique. Elle va tomber amoureuse donc de Apollin de Charnac, qui est un opposant politique qui lui veut voir la monarchie complètement abolie, lui il veut une république, etc. Donc on a beaucoup de joutes verbales entre eux, on a beaucoup de, on va dire, compétition pour dire monarchie pas bien, si, monarchie bien, des trucs comme ça. Et vraiment, on a des personnages du coup avec un amour interdit, puisque elle, étant princesse, doit épouser un noble qui est bah, pour la monarchie, clairement, pas un opposant politique. Sauf que Apollin de Charnac ne remplit pas ces cases-là, donc on a une relation interdite, une relation secrète, et on a beaucoup du coup de tensions, beaucoup de politique dans cette histoire-là. La politique est vraiment très présente et très bien détaillée. C'est pas une politique qu'on survole comme dans beaucoup de romances. Là, vraiment, on rentre bien dans les détails, et j'ai adoré cet aspect-là parce qu'on voit vraiment bien les ficelles de la politique du pays, et j'ai trop aimé. Bref, on a beaucoup de tensions, on a des secrets, de l'action, des révélations, de l'amour interdit, tout ce que j'aime. En plus, c'est royal, donc moi, comme je vous l'ai dit, j'adore toutes les romances royales, princières, etc. C'était trop trop bien, c'était un énorme coup de cœur. Voilà donc pour mon joli top 10 de mes lectures depuis le début de cette année. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres que je vous ai présentés, et puis donc ce que vous en avez pensé. Et dites-moi aussi vous, votre top 10 depuis le début de l'année, je suis curieuse de savoir. Je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo et à vous abonner ici sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!